professeur, c'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez à propos du en fait, débat actuel sur l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Moi, ce que je comprends pas dans ce débat, c'est justement ça. C'est que il se passe des choses abominables du point de vue des valeurs traditionnelles, ancestrales. En sociologie de la famille, on montre la fameuse démonstration même de Claude Lévi-Strauss. Quand il a cherché à comprendre là où s'arrête la nature et où commence la culture, il a découvert qu'il y a une règle parmi toutes les règles qui est universelle, parce que les règles normalement sont construites par les cultures et les sociétés humaines. Et puis, donc, ce qu'on retrouve d'universel, c'était plutôt du côté de la nature. Mais il rencontre une règle qui est universelle, qu'on retrouve dans toutes les cultures, qui était la prohibition de l'inceste. Tout à fait. Que les religions viennent étayer encore et interdire pour montrer que voilà, nous sommes les seuls à nous tenir debout, à avoir un langage articulé, à nommer les parents, les désigner par des termes, dire les relations que les gens doivent avoir. Et même derrière l'inceste, il faut mettre aussi tous les cas de relations sexuelles qui ne sont pas permis, que ça soit le viol ou autre chose. Donc ça, c'est quelque chose au point de départ de l'humanité. Donc, quand les gens, en fait, ils respectent plus cette règle humaine, la base de l'humanité, au lieu de parler de ça, nos responsables religieux parlent des solutions qu'on cherche à avoir par rapport à ça. C'est ce que je ne comprends pas dans les débats. Pourquoi on ne voit pas, aujourd'hui on est vendredi, pendant les roubas, qu'on en parle? Parce que pour moi, ça, tout ce qui est viol et inceste, ça mesure un peu notre humanité. Et quand on repart dans une société comme la nôtre, où il y a de plus en plus de cas de viol et d'inceste, il y a lieu, il faut qu'on contrôle cela. Sinon, ça veut dire qu'on est en train de sortir de notre humanité. Et c'est ce que l'on propose pour médicaliser, pour un avortement médicalisé en cas d'inceste et de viol. Donc moi, j'aimerais vraiment que le débat se campe surtout pour dénoncer le viol, dénoncer l'inceste, parce que c'est très dangereux de laisser une société et puis je me demande même où est le problème. Est-ce que la pratique est aussi courante que ça pour que les gens ne veuillent pas en parler? Est-ce qu'il y a une complicité derrière? Refuser d'en parler, même on sait qu'en mars dernier, notre pays est parti en vrille parce qu'il ne fallait pas parler de ça. Il ne fallait absolument pas parler de ça et le débat a changé. On a dit toute autre chose. En fait, peut-être il y a des croyances derrière, chacun a ses convictions, mais ce que je retiens, c'est qu'on n'a accordé aucun crédit à une jeune fille issue d'une minorité, qui moi m'intéresse dans le sens où pourquoi cette fille, elle est pauvre, vient d'un milieu défavorisé, elle n'avait pas droit à la parole, sinon on cassait tout. Et il y a quelque chose derrière, moi ça m'intéresse parce que comment cette fille, elle aurait pu, ça ressemble un peu à l'histoire des Miss, elle aurait pu simplement être une domestique dans une maison, mais elle est tombée dans une maison un peu bizarre. Elle est devenue autre chose, elle s'est enfuite une première fois, elle est revenue. Pourquoi est-elle revenue? Est-ce qu'il y a des pressions familiales derrière? Moi, dans ma thèse sur les domestiques, pour moi, il y a, surtout quand j'arrive
à parler du travail domestique des plus jeunes, du travail domestique d'enfants, je dis qu'il y a une exploitation d'amont en aval. La propre famille parfois exploite le travail de l'enfant. Hein, donc, et bon, là, on va relativiser en disant qu'ils sont pauvres et tout ça. C'est comme la mendicité où on utilise les enfants et tout. Donc, il y a tout ça que nous, dans la société, on doit l'observer, voir quelles solutions on doit pouvoir apporter. Mais avant ça, il faut écouter les gens, quel que soit leur... s'ils sont riches, pauvres, voilà. Donc, le commentaire que je voulais apporter. Non, moi, je crois que c'est important parce que c'est des questions qui agitent la société sénégalaise en ce moment. Et je pense que ce n'est pas suffisamment mis en débat. On n'a pas suffisamment échangé autour. Parce que la société sénégalaise, que ce soit du point de vue des religions qui sont là présentes, que ce soit du point de vue culturel, que ce soit du point de vue moral, éthique, mais ce n'est pas une société qui doit pouvoir tolérer le viol ou l'inceste d'aucune manière. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a cette culture de masla, de nepel et tout ça, que sur ces questions tabous liées à la sexualité, qu'on les mette pas dehors, que ça soit traité strictement en famille. Mais je pense que quand ça atteint certaines proportions, quand il y a viol, ça veut dire qu'on a vraiment dérogé aux règles, ça veut dire qu'on a transgressé et qu'effectivement là, vraiment, il faut une sanction, il faut que la société se prononce pour que cela ne se reproduise pas. Et quand les boutiques de droit de AJS font un rapport qui dénonce presque 300 cas d'inceste, mais il y a problème. Il y a problème. Parce que inceste, mais ça veut dire quand des parents biologiques très proches, ça veut dire père, enfant, frère, sœur, mère, fils, des relations aussi proches, quand il y a des relations sexuelles qui sont entretenues dans une parenté aussi proche. Et ça, ni la morale, ni la culture, ni la religion, ni la simple humanité ne l'acceptent. Et quand ça se passe et se répète et atteint certaines proportions, moi je crois qu'il est temps que autant les imams, dans leur rôle de régulateur social et d'éducateur, puissent vraiment être sensibles et interpeller sur cette question-là et puis jouer leur rôle, justement, parler aux familles, parler aux populations et que l'on sache que mais vraiment ça c'est répréhensible. Parce que moi je crois que ça c'est encore plus grave. Parce que c'est là la source du problème. La source du problème de ce type d'avortement, c'est ça. C'est parce qu'il y a un inceste. C'est parce qu'il y a un viol. Donc le mal, il est là d'abord. Et c'est là qu'il faut agir. Et ça, c'est des acteurs clés. Je pense c'est des personnes ressources, des éducateurs qui doivent jouer leur rôle dans cela. À côté de nous, qui sommes les enseignants, et vous, les communicants, la presse, les animateurs de radio, etc. Je pense que, justement, pour parler des animateurs, voilà une catégorie professionnelle qui, aujourd'hui, au Sénégal, je crois, doit être vraiment pris très au sérieux, doit être formée, parce que c'est des personnes qui sont écoutées. Ils sont très écoutés. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on les laisse dire justement n'importe quoi et ce qu'il ne faut pas. Je pense que c'est des personnes qui, dans l'échiquier, là, sont importantes, véhiculent beaucoup d'idées et participent à construire vraiment l'opinion et la culture sur ces questions-là. Donc je pense qu'il faut les considérer comme des personnes ressources avec qui il faut échanger, qui doivent bénéficier de formation, de renforcement de capacités parce qu'ils ont un rôle très central justement dans la construction de l'opinion et de la façon de penser dans notre société. Donc je pense qu'il faut être attentif, je crois, à ces catégories, à ces questions-là et arriver à avoir
un débat constructif vraiment sur ces questions-là et qui nous permettent de régler les vrais problèmes. Parce que le problème, c'est pas d'autoriser l'avortement quand il y a un inceste, mais c'est de pouvoir éviter les incestes et les viols. Je peux juste un commentaire ou bien quelques mots à ajouter. Je pense que, comme vous l'avez dit, le problème, ce n'est pas l'avortement, mais c'est l'inceste et le viol. Et dans certaines familles, ce sont les parents qui je sais pas comment le dire, ñoom ñoo jàppale affaire yi en fait. Parce que il y a certaines familles que l'oncle viole ou bien le frère viole l'enfant. Donc il veut dire que nañu ko nëppal parce que c'est la famille. Le sale se lave en famille daal. Voilà. Or il y a de ces linges que ça ne lave pas même pas en famille, mais ça se lave dehors. Parce que Sérieux? sinon, ça va se répéter encore et encore et encore. Donc voilà, dans certaines familles, ce sont les parents qui encouragent le viol. Ce sont eux aussi qui encouragent l'inceste et tout. C'est ça que je pensais. C'est très vrai. Dans les familles, je pense que cette culture de la tolérance, de la médiation, je crois qu'il faut quand même que ça apporte, il y a des limites sur des choses tolérables et pas sur le viol ou sur l'inceste, parce que ça c'est vraiment grave et à tout point de vue, culturel, religieux et tout, je pense que c'est pas des questions qu'il faut étouffer et qu'il faut négocier. Oui, tout à fait. Donc, cher professeur, merci beaucoup. On va passer à la dernière question. On commence la quinzaine dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. VBG, je pense. Et vous sortez de travaux sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'on appelle VBG? En deuxième lieu, que pouvez-vous nous dire sur les VGB au Sénégal? Que pensez-vous des traitements médiatiques qu'on en fait? Et quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter et par qui? Soit les féministes, les associations des femmes, etc. Merci beaucoup. Je pense que quand on parle de violence basée sur le genre, ça réfère à toute menace ou toute violence qui est exercée sur une personne ou sur une communauté du fait du sexe, de l'âge, la situation de handicap, l'appartenance à une communauté, une minorité ou urbaine ou rurale. Il y a un ensemble de déterminants et d'éléments d'identité de la personne qui fait que cette personne-là est à risque de violence, et c'est quand justement cette spécificité de la personne-là est un élément qui l'expose à la violence qu'on parle de violence basée sur le genre. Et c'est des violences qui sont fréquentes dans la société. Il y a beaucoup de violences basées sur le genre qui s'exercent dans les familles du fait des relations époux-épouses qui dans beaucoup de cas sont inégalitaires. Il y a des violences basées sur le genre dans les milieux de formation, quand des enseignants font des abus sur des élèves ou sur des étudiants parce qu'ils ont une autorité, par exemple, sur ces élèves-là, ou quand dans le milieu professionnel, un chef d'entreprise ou un directeur ou un chef de service exerce une pression justement sur un employé qui est donc sous son autorité et puis fait un abus parce qu'il a justement cette position de pouvoir-là par rapport à la personne. Donc c'est ça, donc les violences basées sur le genre qui sont fréquentes dans tous ces milieux, autant dans les milieux publics que dans le milieu familial, et qui, on l'a vu avec les études de gestes, sont plus donc des violences qui touchent les femmes et les filles. Et il y a des tranches d'âge qui sont plus concernées. Je pense que c'est la tranche d'âge 25 qui va jusqu'à 45 ans, de personnes donc qui sont plus exposées à la violence. Et on a vu qu'il y a beaucoup de facteurs aussi déterminants. Je pense qu'il y avait la question liée aux revenus, à la précarité économique.
Il y a aussi la précarité sociale, les femmes isolées qui n'étaient pas dans des relations familiales et des réseaux. Donc cette situation d'isolement et de précarité sociale qui fait aussi un facteur de risque. Et puis il y a tout ce qui est lié aussi, je pense, à l'instruction, celles qui ont une certaine scolarisation et qui ont un certain niveau d'éducation et qui ont par conséquent une certaine autonomie financière et un pouvoir de décision. Je pense que ça, c'était un facteur qu'elle faisait face à moins de risques en termes de violence. Il y a la situation matrimoniale aussi et le fait d'être dans un ménage polygame ou monogame qui aussi constituait des facteurs de risque et des facteurs donc de violence basée sur le genre. Et les 16 jours d'activisme, justement, c'est un moment dans l'année. Ça va du 25 novembre au 10 décembre, qui est la journée mondiale des droits humains. Et c'est un moment de sensibilisation, un moment d'action collective où les associations de femmes et les organisations qui travaillent sur ces questions-là, et ONU Femmes et le ministère de la femme, de la famille, du genre et des enfants et les chercheurs qui sont dans ce domaine-là, donc font de la mobilisation, de la sensibilisation, diffusent des résultats de recherche, diffusent des statistiques pour sensibiliser, pour montrer que vraiment c'est des situations déplorables qui existent, sensibiliser sur les types de violences, les formes que ça prend, et vraiment informer et sensibiliser pour que on soit quand même interpellé par cette question-là et qu'on envisage des solutions, parce que là récemment on discutait de la politique nationale contre les violences de genre. On participait au comité technique national pour voir les actions qui étaient menées, parce qu'il y a un plan d'action pour lutter contre les violences et les stratégies qu'il fallait mettre en place. Et la communication, elle est importante là-dedans. Et justement, Geste a travaillé avec le ministère sur une plateforme d'alerte et d'information et aussi de collecte de données. Parce que justement, c'est des questions qui sont peu documentées, c'est des questions sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de statistiques. Et je pense que sans les statistiques, on n'est pas informé vraiment pour avoir la vraie mesure sur les problèmes-là et envisager des politiques pour vraiment venir à bout, envisager des solutions, parce que la violence en milieu professionnel, ça freine les carrières des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui abandonnent des postes parce que justement elles subissent des harcèlements. Et pour les jeunes filles à l'école aussi, on a des filles qui abandonnent parce qu'elles ont subi des harcèlements ou même des violences sexuelles avérées. Et il y a même beaucoup de cas de grossesse d'écolières, et surtout dans le sud-est du pays. Je pense que ça c'est une question qui revient chaque année à la rentrée, et je pense que le ministère de l'Éducation nationale a même prévu de faire signer des engagements aux jeunes enseignants affectés dans ces zones-là pour qu'ils aient un comportement plus éthique et qu'ils soient plus sensibilisés aux relations qu'ils peuvent avoir avec les élèves, et que les élèves et les parents aussi soient sensibilisés, et que ces questions-là vraiment puissent être discutées et que l'on voit vraiment les comportements qui s'y est. Ouais. Merci beaucoup, On a fini. professeur. Oui. Merci beaucoup, professeur professeur Fatou Diop Sall, de nous avoir accueillis à Saint-Louis du Sénégal, le pays Ndar, la région de la Teranga, et plus particulièrement à l'hôtel Cœur Dada. On les remercie aussi de nous avoir prêté cet espace qui fait qu'on peut être en face du pont Faidherbe qui représente un peu Saint-Louis.
Donc, Surtout voilà. au bord du fleuve Sénégal. Exactement, au bord du fleuve Entouré Sénégal. par le fleuve cette belle Sénégal nature. avec une vue sur l'île de Saint-Louis, l'île de Nar. Oui. Donc vous êtes vraiment les bienvenus. C'est avec plaisir que nous vous avons reçus. Et c'était très enrichissant aussi de revenir voilà, sur certains aspects de notre vie et d'échanger sur des questions aussi importantes pour vous, les jeunes chercheurs, et pour ma collègue Absa, et vraiment d'échanger autour de tout ça. Merci beaucoup.